Bonsoir et bienvenue dans les rendez-vous de l'info tous les samedis soirs et tous les dimanches soirs. Vous le savez, sur KTV, nous parlons de l'actualité en compagnie d'un invité. Durant les 50 prochaines minutes, nous serons en sa compagnie. Je vous propose de le retrouver juste après ça. Je viens de retrouver mon invité, il s'agit de Jamael Djalalen, donc directeur de l'ACFAV, l'association pour la condition féminine et l'aide aux victimes. Bonjour Jamael. Bonjour, on est très contente dans le cadre de la semaine, de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, de recevoir Crazy chez nous. Nous aussi, on est très ravis de vous recevoir. Donc, vous vous dites, on est chez vous, où exactement? Parce qu'on a l'habitude de tourner l'émission en extérieur. Donc, pour que nos téléspectateurs sachent exactement où nous sommes où exactement, Jamael? Nous sommes à Mtsapéré, exactement, dans le chef-lieu de Mamoudzou. Et nous sommes dans vos locaux à l'ACFAV. Dans vos locaux, dans nos sièges de l'ACFAV. Merci Jamael. Donc vous allez rester avec nous durant toute cette émission. On va parler ensemble de l'actualité à Mayotte, ce qui s'est passé cette semaine chez nous. On en parle tout de suite justement avec cette opération que vous menez, vous l'ACFAV, l'association pour la condition féminine et l'aide aux victimes, en ce moment avec ces personnes qui suivent les victimes. Vous avez des agents, donc 8 professionnels parmi d'entre eux sont chargés de l'accompagnement des victimes. Je vous laisse regarder ce reportage de Shakila Issouf. Chaque jour, des femmes poussent la porte de l'ACFAV pour se confier et trouver un soutien moral. Elles sont encore nombreuses à ne pas porter plainte contre leurs agresseurs. Depuis le début de l'année, plus de 220 victimes ont été recensées à l'association. En 2013, on comptait 268 femmes victimes de violences. Suko kandeme sofi mpoke mengoni yango tamu ukiwa tungo tana leo wawe ukana fikira mba amulola tungo stoka Olivier sakana fikira mba tungo za tunfanyaza tungutin sofi eogoza hana maisha pia wavitana na in sofi anhoza devon precise kadi tam nafanya bombo mono katsina mono tsina mundu pakane nvinge beki nende nesikana nguvu zangu avana kwenda hauzuri kiwangu vana sinenge tumtuda nisaidia noza nipishia mwana chitwandiza kama sibaki kiwangu vana. Aujourd'hui, cette mère de famille de 7 enfants se retrouve seule. Après 20 ans de mariage, elle a perdu l'usage de ses mains à cause des coups qu'elle a reçus. Elle s'est décidée à quitter son mari après qu'il l'ait bousculée dans les escaliers à La Réunion. De retour à Mayotte, elle ne peut plus se déplacer sans une béquille. En lui rendant visite ce matin, l'ACFAV tient à la rassurer, lui expliquer les démarches qu'elle peut entreprendre pour enfin lui permettre d'avoir accès à ses droits en tant que victime. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout que c'est une dame qui est encore en souffrance. On voit bien qu'il n'arrive pas encore à se libérer, il a besoin d'être écouté, il a besoin d'être accompagné, il a besoin d'être suivi par un psychologue parce qu'encore il est encore sous l'état de choc, surtout quand il voit qu'il est en incapacité de travailler, sa main droite, on a bien vu que sa main gauche ne peut plus parce que c'est suite à une bousculade. On peut, pour ces cas-là, justement, avoir un suivi psychologique, aussi une écoute, des soutiens, puisqu'on a des assistants sociaux aussi qui sont là justement pour les accompagner, justement, si elle n'arrive plus à se débrouiller tout seul, mais aussi dire aussi qu'il ne faut pas qu'on attende que ça soit trop tard pour réagir. Soumise par une charte de confidentialité, l'accompagnement reste anonyme et personnalisé. L'association fait 4 types d'accompagnement: social, administratif, psychologique et juridique. En aidant Olivier, étudiant en médecine, à réaliser son travail de recherche, l'association se donne les moyens de pouvoir donner
plus de chiffres aux services administratifs qui débloqueraient alors le budget nécessaire pour les projets mis en place afin de venir en aide aux femmes. Mais il est clair que la seule manière d'éradiquer ce fléau, c'est d'en parler. Djamel, on vient de le voir dans le reportage, cette femme a été victime de violences conjugales pendant des années. Et comment se fait-il que ce soit que maintenant qu'elle se manifeste, qu'elle en parle ? Il a si bien dit tout à l'heure dans le reportage qu'au moment il avait résisté d'abord, il avait patienté parce qu'elle espérait toujours que ça allait cesser un jour. Mais au fil des années que ça se passe, ça continue toujours, les violences deviennent de plus en plus violentes. Et le déclic, c'est que quand il était fait pousser dans l'escalier, il a perdu son usage, l'usage de sa main gauche et une partie de ses pieds. Donc, il est obligé de marcher avec un béquille. Elle est chez elle où c'est ce qui l'a fait réagir, en fait, concrètement. C'est ce qui l'a fait surtout réagir. C'est un peu le déclic. D'accord. Et on l'a vu dans le reportage, il a également dit que vous avez recruté en fait un interne, un étudiant interne, et pour avoir des chiffres, pour pouvoir débloquer des fonds. Pourquoi ? Enfin, vous n'avez pas assez de fonds pour justement défendre cette cause, défendre les victimes de violences ou comment ça se passe ? Alors, on n'a pas recruté un interne. C'était justement un interne qui travaillait au CHM de Mamoudzou, qui nous a sollicité justement parce qu'on a constaté qu'il justement, il n'y avait pas de chiffres sur les violences faites aux femmes. Des chiffres justement parce qu'on est au niveau national, ils ont besoin de chiffres fiables et justement pour débloquer les fonds aussi de moyens humains justement, parce qu'on a bien vu que cette dame-là, en plus d'un accompagnement juridique. Il a besoin aussi d'un accompagnement social, voir si on peut mettre une assistance justement dans cet accompagnement. Et jusqu'à maintenant, la femme n'a pas ces moyens-là justement de mettre à sa disposition cet accompagnement. D'où le réticence de certaines femmes pour porter de porter plainte parce que justement... Elles ne savent pas où ça va mener après. Elles ne savent pas là où ça va mener. Est-ce que ça va... La première question, est-ce que ça ne va pas s'empirer ou pas ? D'accord. Ok, donc là en fait, votre action, comment ça se passe ? Les personnes appellent chez vous, vous les recevez ou alors vous avez des équipes peut-être sur place qui sillonnent ou qui essaient de demander parce que c'est quand même des sujets assez lourds et on imagine que les victimes n'ont pas forcément beaucoup de facilité à en parler. Comment ça se passe chez vous ? Alors, il y a différents dispositifs qu'on a mis en place jusqu'à maintenant. Il y avait les permanences en plus de sièges ici à Mtsapéré, de l'ACFAV. Il y a les permanences de proximité qui se trouvent dans différents centres hospitaliers au nord, au sud et au sud c'est à Mouramadoudou, au nord c'est à Dimonier. On a une permanence des intervenants sociaux et au centre à Chiconi justement des intervenants sociaux qui fait le travail de proximité là. Dès le départ pour recenser, mais on a éventuellement un numéro vert gratuit 5555 où les femmes peuvent appeler pour avoir le premier écoute, pour avoir les premières informations justement un suivi, un accompagnement éventuellement, un rendez-vous avec un juriste ou un psychologue éventuellement. D'accord. On va continuer, Djamel, avec un autre sujet. Donc, on reste dans la même thématique. Il y a quelques années, il y a plus d'une vingtaine d'années, on a eu à Mayotte la première déléguée aux droits des femmes. C'était suite à la venue d'une ministre à Mayotte. Donc, 24 ans après, on a toujours une déléguée aux droits des femmes. Celle-ci s'appelle Noéra Mohamed. Par contre, ce n'est pas une tâche forcément évidente pour elle, on l'imagine. Je vous laisse regarder ce reportage de Shakila Issouf et de Leslie Méné pour voir comment Noéra mène ses missions ici à Mayotte. Comment répondre aux attentes d'une génération de femmes plus informées et éduquées qui souhaitent allier tradition, culture et modernité ? La tâche est d'autant plus dure pour la déléguée chargée des droits de la femme qu'elle doit communiquer avec les différentes générations. Les dossiers de demande de subvention débordent des bureaux de la préfecture, mais il faut choisir des projets qui tiennent en compte des acteurs qui œuvrent en faveur des femmes mahoraises. Alors donc en fait, on est donc un service qui est placé donc auprès des préfectures. On a donc en fait la mission d'appliquer dans nos régions en fonction des spécificités, parce que Paris, c'est pas comme Mayotte, qui n'est pas comme la Guyane. Donc toutes les actions qui sont définies au niveau national. Donc dans 4 domaines d'intervention. On est sur la lutte contre les violences faites aux femmes. On l'a vu hier avec la journée de lutte contre les violences. On est sur l'égalité en droit et en dignité.
On est sur l'égalité professionnelle, notamment l'accès à la formation, l'accès à l'emploi des femmes. C'est dans ce cadre-là que nous avons fait Marraine en Action. On est sur l'accès des femmes aux postes à responsabilité. On a des élections qui arrivent l'année prochaine où on aura une parité parfaite entre les femmes. Donc là, dans ce cadre-là, la délégation droits des femmes a organisé une formation sur le leadership au féminin. La dernière session a eu lieu il y a 2 semaines. Et on est aussi sur la conciliation des temps de vie, comment aider les femmes à concilier à la fois leur vie professionnelle et leur vie familiale. Depuis 5 ans maintenant, Neuera Mohamed est en charge de la délégation des droits de la femme. Le rôle de cette délégation reste de coordonner les projets des associations des femmes en veillant à impliquer tous les acteurs de la lutte contre les violences et l'injustice faite à l'encontre des femmes. Souvent on se demande est-ce que je suis associatif aux préfectures, c'est pour ça qu'à chaque fois on essaye de bien recadrer et bien préciser que c'est bien un agent de la préfecture. C'est pour ça que aussi régulièrement que possible, je suis toujours à côté donc du sous-préfet ou du préfet pour bien dire voilà, c'est un agent de l'État placé sous l'autorité d'un préfet et d'un sous-préfet. Voilà. Donc après, tout un travail de coordination et d'animation. C'est ça aussi ce qu'on nous demande, c'est piloter des projets, animer un réseau, coordonner les partenariats par rapport à des actions. Donc on nous demande effectivement d'avoir un peu toutes ces casquettes. La délégation est à la disposition du public exclusivement féminin. Elle tend à se dynamiser grâce à la collaboration d'associations comme l'ACFAV, Entreprendre au féminin et tant d'autres associations qui sont dans le projet de valoriser et faire de la femme mahoraise un porte-drapeau pour l'ensemble de la région et du reste du monde. Promouvoir la condition féminine à Mayotte, c'est le rôle que s'est donné principalement Neuera Mohamed. Est-ce que c'est une personne avec qui vous travaillez régulièrement, Jamael, dans le cadre de vos activités de défense aux victimes ? Oui, bien sûr, c'est une partenaire incontournable justement pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Justement, on est amené justement à travailler, à collaborer avec elle. Après, sur la manière qu'il faut qu'on fonctionne, pour qu'on travaille, je pense qu'il faut encore qu'on continue à travailler dans le bon sens justement parce que en plus de l'apport financier que la déléguée droits de la femme nous donne, il faudra aussi qu'il y ait un accompagnement aussi technique et puis humain aussi pour que justement il y ait une comment dirais-je, une cohérence dans notre travail. D'accord. En fait, elle parlait dans le reportage effectivement aussi de faire en sorte de faire naître un leadership féminin à Mayotte. Est-ce que vous, dans les rencontres que vous faites avec ces femmes qui ont été victimes de violences, est-ce que vous sentez une démotivation ou vous arrivez à leur redonner confiance de sorte à leur montrer que malgré les violences, on peut reprendre le dessus ? Oui, justement, c'est ce qu'on essaye. On essaye tant qu'on peut, justement, en disant que il peut y avoir un suivi et un accompagnement social, justement, pour apprendre, justement, à être autonome. Parce qu'une femme en danger, il faut le gosse aussi, la première question qui se pose, comment il va faire, justement, s'il quitte son mari. Donc nous, on essaye de montrer les différents dispositifs que nous on a, justement au niveau de l'accompagnement social. On met en place une assistance sociale, justement, pour les apprendre à aller vers l'autonomie. C'est-à-dire comment quitter son mari, c'est des questions matérielles, c'est ça Oui, des questions matérielles et financières, parce que souvent, les femmes victimes de violences sont vulnérables. C'est-à-dire ce sont des femmes, la plupart... Bon, on touche toutes les violences, touche toutes les catégories socio-professionnelles. Mais on a remarqué à Mayotte, c'est souvent des femmes en situation irrégulière, qui sont mariés avec des hommes en situation régulière et ils hésitent à porter plainte parce qu'ils se retrouveront d'un jour au lendemain sans rien. Donc une dépendance financière qui fait que ces personnes-là résistent et subissent ces violences. Une dépendance financière, c'est le plus grand parti, mais une dépendance aussi sociale aussi, parce que la première des questions qu'on leur posera aussi, s'ils ont des soutiens au niveau familial. D'accord, donc les familles... Ou des amis. D'accord, les familles, c'est-à-dire le rôle des familles dans ces situations-là. Quand vous dites les familles, dans quel sens ? C'est-à-dire les familles, on parle des proches qui, quand une femme est victime de violence, la première des choses qu'elle a besoin, c'est d'être écoutée. Donc, c'est la première des choses, notre campagne, c'est de dire qu'il faut en parler. Il faut en parler d'abord, il faut en parler autour de soi, parce que souvent, les femmes qui portent plainte, ce sont des femmes qui ont parlé à leurs amis ou à leurs proches et qui se sont senties soutenues. Et ils franchissent le premier pas
après. Donc en fait, c'est le soutien de ses proches qui les mène justement à avoir le courage de venir vous voir. Donc on continue, Djamel, avec cet autre sujet, plutôt une bonne nouvelle pour Mayotte. Le Conseil général, en partenariat avec l'Atoll, donc l'association territoriale pour l'observation du littoral et du lagon, ont été récompensés de la Palme IFRECOR 2014 pour un projet mettant en place une cellule de veille sur l'étoile de mer à Cantastère. Je vous laisse regarder ce reportage de Shakila Youssouf et de Camille Leca. En apparence, cette étoile de mer a tout pour plaire, et pourtant, elle est devenue nocive pour les coraux. Alors pour préserver les récifs du lagon, l'association Atoll, soutenue par le président du Conseil général, Daniel Zaidani, a décidé de s'attaquer à cette étoile, dénommée la Cantastère. Et voilà pourquoi. Le problème de cette étoile de mer, c'est qu'elle a connu des dérèglements ces dernières années qui sont la faute de l'homme, comme souvent c'est le cas. Tout d'abord, l'homme a exterminé et mangé, parce qu'ils étaient comestibles, tous les prédateurs de l'étoile. Donc la population se retrouve sans prédateurs. Deuxièmement, au niveau larvaire, par les défrichements, par les eaux boueuses qui sont rejetées dans le lagon régulièrement, par l'urbanisme, on crée un apport en nourriture qui favorise le développement d'algues et de phytoplancton dont se nourrissent les larves d'Acanthaster. Donc encore, on agrandit, on augmente la croissance et les populations d'Acanthaster. Le projet, initié en 2012, a mobilisé des biologistes, des professionnels de la mer, comme des clubs de plongée, des scientifiques, mais aussi des bénévoles de l'association. C'est donc un travail de longue haleine qui est aujourd'hui récompensé par l'initiative française pour les récifs coralliens, l'IFRECOR. Un travail qui porte déjà ses fruits. Il faut savoir qu'une mise en place de cellule de veille, ça a consisté à mettre en place un numéro de téléphone pour les signalements d'Acanthaster, à réaliser des suivis réguliers, à faire toute une partie d'études encadrées par beaucoup de chercheurs qui nous ont aidés, beaucoup de scientifiques qui nous ont aidés. Aller sur le terrain, procéder à des comptages, à des mesures, éventuellement procéder à des éradications d'étoiles, ce qui n'est pas toujours agréable à faire, mais bon, quand il le faut, on le fait. Et puis avoir surtout des résultats très positifs. Aujourd'hui, plus de 1500 étoiles ont été éradiquées du lagon et 15 sites de présence répertoriés font l'objet d'un suivi régulier. Une récompense comme celle-là pour Mayotte, Djamel, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Ce que je retiens surtout c'est que la patience apporte ses fruits. On est un jeune département. Ça ne me surprend pas qu'une association soit récompensée. C'est que, m'importe, on est un des plus beaux lagons du monde. Le Conseil général accompagne ce genre des associations, c'est ce qu'on attend, nous acteurs associatifs, c'est ce que nous surtout on attend, c'est-à-dire un accompagnement, justement, parce que les années à venir, je pense qu'il y aura encore d'autres récompenses pour Mayotte. Mayotte reçoit la palme de l'IFRECOR 2014, donc vous l'avez dit, un des plus beaux lagons du monde. Donc, est-ce que vous, avec vos victimes, vous êtes emmenés à en profiter de ce lagon justement pour peut-être leur montrer d'autres belles choses? Est-ce que vous avez des campagnes de sensibilisation en dehors de celles que vous faites avec vos victimes? Oui, justement, parce qu'une victime, il est en état de traumatisme, de stress. Donc, on essaie dans les projets futurs qu'on va mettre en place, justement, animer un groupe de femmes, justement, victimes de violences, justement pas à oublier, puisqu'on ne peut jamais oublier, mais un peu alléger leur douleur, justement, à présenter d'autres activités on a le centre équestre, on a d'autres activités que les victimes peut-être n'ont pas l'occasion de profiter, parce qu'on profite pas, par exemple, on ne profite pas assez de leur lagon. Ça, c'est des activités, justement, à faire au bord de nos plages. Et comment elles le prennent? Elles ne sont pas étonnées, en fait, qu'on leur propose ce genre de choses? Comment elles le réagissent? En général, il y a toujours des bons retours de leur part et puis ça permet, surtout, il y en a beaucoup qui nous reviennent nous disant qu'ils ont bien évacué. D'accord. Ça leur a permis d'évacuer, ça leur permis parce que la plupart des femmes victimes, ils n'ont qu'une chose qui ont envie, c'est de quitter le domicile conjugal. D'accord. Donc c'est un temps, ça leur permet de réfléchir aussi à ce qu'ils vont faire dans l'avenir. Et découvrir ce beau lagon que nous avons ici à Mayotte.
On continue, Jamaïl, avec un autre sujet. Donc, cette semaine, donc, à l'école de Cavani Sud, un enfant s'est fait percuter par un conducteur de vélo. Les faits se sont déroulés à la sortie des classes. Je vous laisse regarder ce reportage d'Abi Saïda Dinani et de Abbas Alidi. Entre les parents d'élèves et le directeur de l'école primaire de Cavani Sud 1, rien ne va plus. Depuis quelques jours, celui-ci a en effet décidé de fermer le portail de l'établissement qu'il dirige. Problème, les parents d'élèves de l'école primaire de Cavani Sud 2 et de l'école maternelle avaient pour habitude de traverser Cavani Sud 1 afin de déposer et récupérer leurs enfants. Sans cela, les conditions d'accès sont plus que compliquées pour les plus jeunes. del parelo na wana watu parelo la zero sof na wana watu na rahimon bilot na mnar vire hule ile tsinzia ya alkoli be wantu pia wojo amne lenzi ya wantu andra wambarazi ile nzi ya wantu andro havi ambarazi be ile tsinzia honda alkoli bwasro profite ambonar vire hule ne rivuke na wana vavu asiden le rabala mlango na nekaka para solution mlango onu kartore ndani karto bua bila wamtsede na deside beronsi pia wa mamarlo vande deside amba mlango karto bua. Depuis ce matin, le portail est donc bloqué en guise de représailles. Le dialogue est interrompu entre les deux parties. Les parents d'élèves parlent de manque de sécurité lorsqu'on emprunte la route. Le directeur, lui, pense justement à la sécurité de ceux qui suivent les cours tous les jours ici et qui seraient exposés aux dangers de l'extérieur. Directeur watu nuvani na ikasikubali rafikana tambwilo leo bani de directeur de tsahalawe mana kasafikana na wasima parents d'élèves. Pas de solution trouvée, mais un peu plus tard le portail sera débloqué par la police, appelée en renfort. Le cadenas sera forcé, la colère des parents d'élèves, elle, ne sera pas retombée. Un problème qui n'est donc toujours pas résolu. La tranquillité pourrait être de courte durée. Jamaïl, on a vu dans le reportage ces parents d'élèves remontés qui demandent même le départ du directeur de l'école. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pas aux parents d'élèves de demander le départ du directeur de l'établissement. Il faut sous la manière qu'on fait, on est dans un état de droit. Mm-hmm. Il y a les parents, s'ils se sentent que leurs enfants sont en danger, ils doivent prendre le droit de retrait de ne pas amener leurs enfants à l'école. Et le chef d'établissement doit justement, s'ils se sentent que les élèves sont en danger aussi, fermer l'école, prendre son droit de retrait. Et la mairie doit prendre ses responsabilités. On ne peut plus continuer justement à fermer l'école sans justement réfléchir aux conséquences. C'est-à-dire que chacun doit prendre ses responsabilités. Les parents doivent prendre ses responsabilités, l'État doit prendre ses responsabilités, la mairie collectivité locale doit prendre ses responsabilités. On ne peut plus continuer à faire la grève. Surtout, historiquement, ce n'est pas une manière que Mayotte fait les grèves. Le Mayotte, quand on regarde bien l'histoire de Mayotte, il ne faisait pas une grève, ce n'était pas des grèves pour fermer la route. La première grève qu'on fermait la route, c'était aux années 1940, entre Moutsapéré et Sada, si je me rappelle bien. Et puis, on est tombé depuis quelques années à des barrages routiers. C'est des choses. C'est fréquent, effectivement. C'est fréquent. On est dans un état de droit. Il faut, avant de faire grève, il faut savoir quelle est la pertinence du grève. Parce que là, les parents d'élèves, on l'a vu, ils ont fermé l'établissement avant la réouverture. Mais la première réaction, c'est de fermer l'école. Ça devient une habitude, on va dire ici. Hein. Oui. Justement, c'est une manque d'information. Justement, c'est ce que j'appelle les parents d'élèves, justement, quand il y a des conséquences assez rapprochées. On a des avocats, on a des avocats qui... Ils ne se sont pas écoutés dans ces cas-là. Comment ? C'est leur seule réaction. La seule réaction, ils ont le droit de garder les enfants à la maison. Mais là, en fait, on parle aux juristes que vous êtes, donc là, vous nous dites un petit peu comment ça se passe. Voilà, donc ils ont le droit d'utiliser leur droit de retrait uniquement. Dans un premier lieu, je pense que s'ils gardent les enfants à la maison, ça fera réfléchir quand même l'établissement, justement, et les responsables, chacun prendra ses responsabilités, puisque il ne peut pas continuer, c'est pas dans leur responsabilité, c'est pas au rôle des parents d'élèves de fermer l'école. Quelle éducation ils donneront aux enfants ?
quelle éducation on donnera aux enfants? Mais certains Au ont pour contraire, argument... en prenant leur garde de retrait, en expliquant à leurs enfants justement pourquoi ils ne vont pas à l'école, je pense que ça, c'est une éducation plus adéquate et qui permettra justement parce qu'il y a toute forme de violence qui existe à Mayotte. Donc ça commence déjà... D'accord, donc ce genre de comportement peut générer plus tard des comportements de violence lorsque l'enfant sera adulte. Adulte, voilà. D'accord. Donc c'est ici, Jamael, qu'on termine cette première partie des rendez-vous de l'info. On se retrouve tout à l'heure, juste après la pub. Nous sommes de retour dans la deuxième partie des rendez-vous de l'info. Je suis toujours avec mon invité Jamael Djalalain, qui est directeur de l'ACFAB, l'association pour la condition féminine et l'aide aux victimes. Jamael, nous sommes chez vous ici. Oui, on est toujours en direct à l'ACFAB. Donc nous, on est bien contents justement de recevoir Kezi Kativi dans notre locaux, surtout dans le cadre de la journée de la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc on va continuer à parler de l'actualité également, Jamael, avec ce conseil de discipline du Conseil général. Donc il s'est réuni pour la deuxième fois cette semaine pour sanctionner tous ces actes d'incivisme qui ont lieu dans le cadre des transports scolaires. Je vous laisse regarder ce reportage d'Abissa Diadinani et de Jean-Nourdine Abdourahim. 14h, le conseil de discipline commence. Le conseil général, mais également le vice-rectorat et la société Matisse sont représentés. Face à eux, des élèves ou leurs représentants légaux qui doivent répondre d'infractions relevées. Des infractions qui sont commises sur des personnes ou des biens, menaces, insultes, caillassage de bus. Il y a de cela un mois, un élève avait même pris le contrôle d'un bus dans le nord de l'île avant d'être intercepté par les forces de l'ordre. C'est sa famille qui le représentera aujourd'hui. Pendant ce conseil, des sanctions peuvent être prises. Cela passe du simple avertissement à l'exclusion des bus scolaires. Il faudrait avoir... Vous êtes déjà adulte, madame tout à l'heure vous avez dit, voilà, 22 ans. C'est un adulte. D'accord ? Donc il faudrait que vous puissiez prendre un petit peu le minimum de conscience de ce qu'on fait. Un dispositif mis en place pour responsabiliser les élèves, mais également protéger tous ceux qui empruntent ce transport, qui se doit d'être sécurisant et sécurisé. Comme tout ensemble des élèves, d'ailleurs, ils se présentent souvent des excuses, et puis on est là aussi pour les accompagner. C'est vrai qu'on applique des répressions, mais la plupart du temps, c'est plutôt des accompagnements. De leur expliquer un petit peu c'est quoi leurs droits, c'est quoi leurs devoirs, pourquoi nous sommes là. C'est pour leur intérêt, avant tout. Chauffeurs de bus, médiateurs, lycéens, collégiens, le Conseil général en tant qu'autorité organisatrice se doit de faire respecter les règles. Des conseils de discipline qui se font discrets, le but n'est pas de vilipender ces jeunes, mais bien de leur faire comprendre l'importance de respecter les instances et les règles, ainsi que le matériel mis à disposition pour leur permettre de suivre un parcours scolaire sans embûches. Des sanctions pour ces actes d'incivisme commis par ces jeunes. Quel est votre regard sur ce genre d'instance, Jamael ? Chacun son rôle. Le conseil des disciplines, il applique ses règlements intérieurs. Mais je voulais juste rappeler qu'on parle quand même des infractions pénales. Quand j'ai suivi ces dossiers-là, un jeune qui a quand même volé un bus, il a fait descendre le chauffeur, quand même, ça mérite quand même que le conseil général porte plainte, que l'affaire soit jugée au tribunal. Ça m'étonnerait qu'il a fait arriver jusqu'au bureau du procureur qu'il n'a rien fait, ça m'étonnerait. Une des choses pour lutter justement contre violence, ces actes-là, justement, il faut que chaque administration prenne ses responsabilités et fasse au niveau de chacun a ses responsabilités. Ça, c'est la responsabilité du tribunal. On est dans un état de droit, je rappelle encore, et on a un procureur ici, on a un président de TGI.
Mais là, déjà que le Conseil général s'investisse dans ce cadre-là et veuille montrer à ces jeunes-là qu'ils ne peuvent pas faire tout et n'importe quoi. On l'a vu, le vice-rectorat a été représenté, la société Matisse également. C'est aussi peut-être pour dissuader d'autres élèves de se lancer dans ce genre d'action négative. Oui, mais là, on parle quand même des sanctions qui peuvent aller de l'avertissement à l'expulsion. Donc, est-ce que c'est assez? Quelqu'un qui a volé une bus ou qui a fait qui a commis des carassages, ça, il doit porter l'affaire devant le tribunal. Je rappelle, la France... c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Justement, c'est pas au conseil de discipline. Justement, chacun prend ses responsabilités. On vous sent remonter contre toute forme de violence, en fait. Hein, oui, parce que justement, il faut qu'on soit ensemble pour lutter cette forme de violence. On ne peut pas garder quelqu'un qui a volé une bus, on le garde, soit jugé, et ça soit, enfin, je ne peux pas appeler ça juger un conseil de discipline. Bon, examiner un conseil de discipline, on utilisera plus ces termes-là, vous m'excusez, parce que je ne pourrais pas dire que ça a été jugé un conseil de discipline, c'est examiner, c'est au tribunal qu'on juge. On a des procureurs, ce sont des juristes bien spécialisés. On a des juges quand même qui sont là, c'est leur travail. Il faut leur donner leur travail. Chacun prend ses responsabilités. Ce n'est pas au travail du conseil général, justement. Sanctionner, c'est dans le règlement intérieur, c'est tout à fait normal qu'ils mettent un règlement intérieur, expulsion des jeunes qui ont des actes là au niveau de leur bus. C'est tout à fait normal, ils sont le propriétaire de bus. Mais est-ce que l'affaire ne mérite pas de monter jusqu'au bureau du procureur? Donc là, il s'agit pour vous de sanctions, mais qu'en est-il de la prévention, selon vous? Il y a une prévention en amont que le conseil général doit faire tous les jours. Une prévention en amont. Là, on est sous les faits, ils sont avérés. S'ils ont convoqué au conseil des disciplines, c'est qu'ils ont un témoignage, ils ont quand même des preuves. Donc le preuve là, j'aurais bien aimé que ça remonte jusqu'au tribunal. On vous sent bien remonté. Vous voulez absolument que ces faits soient jugés par le juge, en fait, par un instance judiciaire. On l'aura compris, Jamael. Merci. On va continuer avec cet autre sujet. Donc, le gouvernement a lancé il y a plusieurs mois ce dispositif en fait visant à faciliter les démarches effectuées au niveau des services de l'État. Je vous laisse voir comment cela se passe avec Shakila Youssouf dans ce reportage. Accessible 24 heures sur 24, les modules sont sécurisés et permettent de télécharger les documents numérisés en toute tranquillité. Après, la navigation est très simple, toutes les indications sont mentionnées de manière claire et précise pour chaque besoin. Créer, supprimer ou dissoudre une association sur compte asso.service-public.fr. Tout se fait 100% en ligne et les démarches sont réalisées en 30 minutes. Mais ça serait mieux que la télédéclaration pour les usagers, pour nous, ça le faciliterait aussi parce qu'il y a le travail d'amont qui s'est fait par les usagers. Nous, on n'aura qu'à valider le dossier, donc ça nous soulagera un peu. Grâce à la télédéclaration, l'obtention d'un récépissé de démarche dans les 24 heures est possible. Le traitement administratif est annoncé accéléré 5 jours maximum. Ainsi, les démarches de subvention auprès des collectivités territoriales partenaires sont possibles, tout comme la consultation des annonces publiées au journal officiel des associations. Il faut au préalable effectivement que vous ayez créé donc votre compte association. À partir de ce moment-là, vous avez la possibilité donc de numériser donc la liste des membres du bureau, de le mettre donc sur l'application nationale et de nous l'envoyer. Nous prenons en compte donc votre demande et nous faisons un accusé de réception, donc un récépissé de la modification des membres du bureau. Donc il n'est plus nécessaire effectivement à l'usager ou au président de l'association de se déplacer. Cette plateforme n'est pas encore activée partout en France et pourtant Mayotte, 101e département, y a déjà accès. Mais pour ce faire, encore faut-il respecter quelques étapes. La première de toutes étant la numérisation des documents qui doivent peser au maximum 700 kilo-octets. Cela n'empêche que les administrés devront quand même se déplacer pour garder un contact physique avec leur interlocuteur. Une simplification des démarches administratives via ce portail informatique.
Djamael, vous qui êtes association, est-ce que cette nouvelle vous réjouit? Il était temps, je pense, ici à Mayotte, surtout quand on a l'Internet à haut débit est venu à Mayotte, justement. L'ACFAF s'inscrit dans cette démarche-là, puisqu'il y a un dispositif Point Info Famille, on a une salle informatique qui sera effective d'ici quelques jours, justement, qui peuvent justement bénéficier du GAG pour faire toutes les démarches justement informatiques. Donc, parce qu'on ne peut plus se permettre, justement, on est en 2014, avoir quand même tout ce qu'on fait à Mayotte, il y a toujours l'accueil à faire. Quand on va à la banque, c'est l'accueil. Quand on est sur la route, c'est le bouchon. Quand on va à la poste, c'est l'accueil. Il faudra quand même qu'on arrive à accompagner cette population-là, justement, dans leur démarche. On est en droit commun. Et ce qui est intéressant dans le reportage, on a entendu, le dispositif n'est pas accessible partout en France et l'est déjà à Mayotte. C'est quand même assez intéressant pour les associations mahorais de se dire qu'elles ont accès à ce dispositif avant les autres. Est-ce que vous, encore une fois en tant qu'association, vous avez déjà été amené à subir les conséquences de cette lourdeur peut-être administrative ou non, pour vous ça ne changera pas grand-chose ? Si, ça changera quand même beaucoup de choses parce que ça va faciliter les démarches. Et puis si nous, on est parmi justement pour ce dispositif-là, même si ça n'existe pas dans d'autres départements, régions de France, qui à Mayotte ça existe, au contraire, ça peut que me réjouir. Au contraire, si on peut avoir d'autres dispositifs encore avant les autres, ça sera encore mieux parce que Mayotte, il est département, mais il n'est pas non plus le dernier de tout. Moi, je suis un jeune Mahorais qui a beaucoup de l'espoir justement pour l'avenir Mayotte, et puis il faut qu'on œuvre. Donc là, en fait, on voit grâce à ça, ça sera plus ou moins la fin des dossiers papier. En parlant de ça, de ces dossiers papier, est-ce que vous, quand vous recevez des victimes, par exemple, vous archivez, vous gardez des traces de leur passage chez vous ? Oui, on essaye justement parce que l'ACFAV est membre justement de INAVEM, Institut National des Aides aux Victimes. Donc on est dans l'obligation justement de l'archiver, numériser plutôt nos dossiers informatiquement et de garder de moins en moins des papiers justement par rapport on parle beaucoup de la propriété et de l'environnement. Donc nous on essaye au maximum justement de gaspiller de feuilles à respecter l'environnement. Djamael, on est à Mtsapéré, donc à quelques pas d'ici. Très récemment a ouvert ses portes La Poste à Mtsapéré. C'était une bonne nouvelle et Mtsapérois l'attendait. Donc un bureau de poste dernier cri, on va le dire, comme je vous laisse le voir dans ce reportage de Camille Leca et d'Abbas Alidi. Depuis ce matin 8h, plus besoin d'aller faire la queue devant l'agence de Mamoudzou ou de Passamenti si vous passez par Mtsapéré. Le 14e bureau de poste de proximité de l'île, flambant neuf, vient d'ouvrir ses portes à la résidence Le Terre-Plein sur l'ancienne route nationale 2, au grand bonheur des usagers. Tout le monde était obligé d'aller soit à Mamoudzou ou à Passamenti pour retirer de l'argent. Et maintenant, ça va nous permettre à nous d'être sur place. Et puis, si on a besoin de retirer des sous, de venir sur place, là, c'est un avantage. Donc, c'est un grand point positif pour la ville de Mtsapéré. Elle est à proximité déjà, elle est accueillante. Pour nous qui venons du sud, parce que la poste de Chirongui, elle est pleine en fait. Donc, quand on remonte, qu'on va au travail, elle est sur le chemin. Elle est pratique, on gagne du temps. Plus accueillante, plus simple, plus moderne. Sur le papier, ce bureau de poste a tout pour plaire. Le guichet bancaire et sa file d'attente ont disparu pour laisser place à un automate. Il vous permet d'effectuer vos retraits et dépôts d'argent en toute autonomie. Côté espace commercial, le personnel vous accueillera sur 2 îlots 100% polyvalents pour vos retraits et dépôts de colis ou de recommandés ou vos encaissements d'achats et autres opérations financières. Du côté de la Poste, on se réjouit des premiers retours des usagers. Ça fait quelques jours qu'on a ouvert le bureau entre guillemets à blanc pour servir quelques clients de passage. Ils m'ont l'air totalement satisfaits. Donc de toute façon, ça ne peut être que bénéfique pour tout le monde. Coût de l'aménagement de ce nouveau bureau de poste, 300 000 €, un investissement prévu par le programme global de modernisation débuté en 2009 au niveau national, un programme dont 5 bureaux de poste du département ont déjà bénéficié.
Un bel outil pour les Mtsapérois, enfin pour les Mtsapérois parce que c'est situé à Mtsapéré, mais une poste dernier cri ici à Mayotte. Jamel, encore une fois, c'est une bonne nouvelle. Hein. Il était temps parce que de mission de la poste, justement, c'est un travail de proximité. Hein? Donc, il ne faut pas qu'il s'arrête sous Mtsapéré. Il faudra que, justement, dans d'autres, pour éviter, justement, surtout la queue dans tous les postes qui est saturé quand même à Kawini et à Mamoudzou, il faudra que ça continue aussi dans d'autres villages de Mayotte. C'est une bonne chose pour Mtsapéré, puisque nous, on est à côté aussi, donc on va en bénéficier. Il faut pas s'arrêter là. Il faudra ce travail de proximité là, ça continue. Je me réjouis. Est-ce que c'est assez pour moi? Non, c'est pas assez, justement, j'aimerais demander encore plus. Mais il faudra aussi accompagner cette population-là, dans cette modernité-là. Il ne faut pas oublier, justement... Donc, dans tout ça, l'accompagnement doit être le fil conducteur aussi, quelque part. Oui, justement, il ne faut pas qu'on modernise des choses sans que la population n'arrive pas à suivre. Il faut qu'on arrive à suivre, justement. C'est ça la modernisation, c'est-à-dire qu'on arrive à suivre ensemble. Il faut que ça suive. D'accord. Et je suis conscient que ça va suivre. Je suis pessimiste, je suis optimiste en tout cas. Un lapsus peut-être, Jamel. Oui. On continue, donc on va terminer avec ce sujet, donc avec du sport. Jamel, est-ce que vous êtes sportif? Je suis éducateur sportif, justement. Très bien. J'étais en foot, justement. J'ai entraîné au village de Chiconi, à Métropole ici. Je continue quand même. Je suis éducateur diplômé, justement, dans ce milieu-là. Donc oui, on va parler de sport, Jamel, mais pas de football. On va plutôt parler de rugby avec le comité territorial de rugby de Mayotte qui accueille une délégation donc, du rugby French Flair, donc le comité d'anciens internationaux de rugby, qui sont ici à Mayotte pour des actions envers les jeunes en situation de difficulté, des jeunes défavorisés. Donc au programme des matchs, des activités et également un gala prévu week-end dernier. Je vous laisse regarder ce reportage, notamment les réactions qu'a recueilli Nourdine Abdourahim. Les bleus, à ma gauche. Alors, à gauche. À gauche. Les bleus, et là-bas. Malgré le début d'averse qui se prépare, l'enthousiasme est au rendez-vous. Ici, 3 classes de CM2 de l'école primaire de Kawini Post ont droit à un cours d'initiation de rugby. Au programme, comment se positionner, comment effectuer une bonne passe ou encore comment développer l'esprit d'équipe. C'est joli. C'est génial. C'est génial. Quelques heures qui peut-être feront naître des vocations. Le rugby mahorais veut s'imposer dans le paysage sportif local. Avec cette opération, le comité de rugby s'offre une visibilité bienvenue et pour faire passer un message, rien de tel que de s'adresser auprès des plus jeunes. Nous, c'est le cœur de l'association. On a tellement reçu par le rugby lors de notre carrière et de notre ascension sociale tout au long de notre vie qu'on a tous envie ici de rendre un peu de ce que nous a donné le rugby. Et ça commence forcément par la formation et donc par les jeunes. C'est important, au rugby on forme une équipe, donc faut pas crier après les copains, il faut s'encourager, d'accord? C'est ce que je te disais tout à l'heure. Là on était les uns contre les autres, mais là on a juste appris à faire des passes et à courir avec un ballon. Dans la foulée, la délégation se sera rendue à Kahani pour renouveler l'expérience. Vendredi, l'heure sera à la détente avant de reprendre des activités samedi. Entre 10h et midi en effet, le tournoi des écoles de rugby se mettra en place à Chiconi. Une démo de rugby touchée en mix est prévue à 14h30 avant d'enchaîner avec le match de gala. Enfin ça, c'est si le temps le permet. La promotion du rugby à Mayotte via ces pointures en fait, de la discipline. Vous, Jamel, en tant qu'éducateur sportif, vous adhérez à ce genre d'initiative ? Oui, parce que avec le sport, on peut lutter contre toute forme de violence. Et je reviens encore. Donc, c'est la prévention qu'ils sont en train de faire parce qu'ils sont en train d'occuper ces enfants-là et de leur inculquer quand même des valeurs. C'est ce qui est très important pour Mayotte. Ça manque, il faut qu'on arrive à s'occuper de ces enfants-là dans leur temps libre. Il ne faut pas qu'ils deviennent des enfants errants. Donc, une des premières préventions, c'est de s'occuper derrière les enfants-là. Mais je voulais revenir quand même que
en dehors des actions quand même avec les enfants, il ne faut pas qu'on oublie nos bakoko et nos mamies quand même qui ont lutté pour que Mayotte reste français et qui attendent tellement de nous, jeunes générations, qu'il ne faut pas qu'on oublie. C'est très très important ce que vous venez de dire, Jamael. Donc pour vous, donc l'intergénérationnel, c'est hyper important. Donc là, on voit que c'est les jeunes qui sont visés par ces actions-là. Mais dans le cadre du rugby, on voit mal nos mamies et nos papis aller courir après derrière ce ballon. Donc c'est noté. Mais concernant l'opération elle-même, vous disiez tout à l'heure que ça permet de lutter contre certaines formes de violence. On l'avait dit en début d'émission que certaines violences remontent aussi à l'enfance. Et comment ça se manifeste? Comment ça se passe? C'est quoi le parcours après d'un jeune qui a connu des violences étant enfant? Justement, c'est là où on a beaucoup de retours. On pose la question quand même à leurs femmes, justement, en disant est-ce que si vous avez connaissance avant de vous marier, que votre mari, justement, était victime de violences quand il était plus jeune, la plupart, il analyse ça, la plupart des gens qui sont violents, c'est qu'ils ont connu à leur enfance. Donc des parents violents, des enfants violents où ils ont assisté, en tout cas, ils étaient témoins d'une violence au cercle familial ou aux alentours. C'est pour ça que j'ai dit souvent, il faut qu'on évite de ces genres de grèves, justement, parce que souvent les grèves, on n'arrive pas à bien le cadrer, on n'arrive pas à... il y a toujours des formes de violence, on brûle de pneus. Donc vous voulez dire que pour l'enfant, ça devient un comportement normal? Oui, c'est normal, puisque quand on voit un jeune enfant quand même de 12 ans, 13 ans, lancer des cailloux dans une CRS, je sais pas, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Le maman, il mérite d'être convoqué. D'accord. À la gendarmerie, parce que c'est que maman, c'est que le parent, il doit prendre ses responsabilités. Éduquer les enfants, il doit savoir à tel moment, mon enfant n'est pas à la maison. Quand on voit des enfants qui circulent partout sans leur père, c'est pas normal. Trop de parents démissionnaires aujourd'hui. Oui, les parents sont démissionnaires. Est-ce qu'ils ont démissionné? Est-ce qu'ils font exprès? Ça, c'est aux associations, justement, aux travailleurs sociaux, justement, au conseil général, justement, c'est leur travail, justement, de voir est-ce qu'il y a une démission des familles. Moi, je pense qu'il y a non seulement il y a une démission, mais il y a certains parents qui font exprès. Et il faut le dire. Donc, on continue à parler de l'actualité. Maintenant, on reste dans le cadre de vos activités. Jamel, toujours à la CFAV. Donc là, on parlait de ces enfants qui ont vu les violences en fait, générées au sein des familles. Donc, dans votre accompagnement, quand vous prenez en charge ces femmes violentées, qu'est-ce que vous faites après concernant les enfants? Est-ce qu'il y a des dispositifs qui leur sont adressés? Oui, on a un dispositif quand même qu'on n'en parle pas souvent. C'est-à-dire les femmes, quand elles sont victimes de violences, ils sont à la rue. Quand même, on a des assistances sociales. C'est ce qu'on préconise le plus souvent, c'est d'aller voir la polyvalence des assistances sociales de secteur. Dans chaque secteur, maintenant, le conseil général a fait énormément de travail là-dessus, où ils ont cadré un peu toute la ligne avec... il y a des assistances sociales qui sont en place, qui paient la première évaluation, qui justement l'orientent chez nous. Et puis c'est évalué avec nos assistants sociaux qui fait la deuxième évaluation, qui leur permettra d'être prise en charge. Et donc dans le cadre quand une femme par exemple veut quitter son mari, comme on l'a dit, elles ont du mal, est-ce que vous avez des structures d'accueil pour les recueillir, ces femmes-là? Oui, justement, dans notre cadre, l'ACFAV, il y a 3 dispositifs qui existent. Il y a le dispositif d'hébergement d'urgence, justement. Il y a le dispositif d'aide aux victimes, justement, pour l'accompagner dans tout ce qui est cadre juridique. Il y a le point info-famille pour tout ce qui est information. Une femme qui n'a pas la carte de sécu, par exemple, qui est victime, qui ne peut pas aller voir un médecin, justement, on l'aide justement à remplir toutes ces démarches-là, parce qu'on est dans un droit commun. Il y a certaines femmes qu'on voit toujours aujourd'hui n'arrivent pas justement à se monter. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure de la modernisation. On n'arrive pas d'arriver à un droit commun, donc on l'aide toujours. On reçoit aussi des femmes qui n'ont toujours pas de nom patronymique parce que leur mari n'a pas fourni le document nécessaire. Justement, tout ça, il y a différentes formes. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de formes de violence. Et un de nos axes de travail, c'est les femmes qui sont victimes, mais il y a aussi d'autres activités qu'on fait, toute forme de violence aussi, qu'on reçoit aussi. Donc un numéro de téléphone, Jamel, pour ces femmes qui souhaiteraient vous contacter? On a un dispositif numéro 5555. Vous pouvez appeler sur ce numéro-là justement pour avoir des informations. Je voulais dire aussi qu'on mettra en place une campagne de sensibilisation parce qu'on a remarqué que le gros travail, c'est les gens qui portent pas plainte. Voilà, c'est ça.
qui ne portent pas plainte. Ça, c'est pour ça quand on nous parle de chiffres, il y a combien de femmes qui sont victimes de violences, ça nous fait un peu sourire parce qu'on sait très bien que ça ne relate pas les faits. Bien sûr. Ça relate pas le fait. C'est quand même, il y a de plus en plus de femmes qui portent pas de plainte. Donc ça, c'est nos combats justement pour les c'est pour ça aller jusqu'au bout en fait. Aller jusqu'au bout. C'est pour ça qu'on parle de journée d'élimination au lieu de lutte contre la violence. On va parler plus de journée d'élimination de violence à l'égard de violences faites aux femmes. Merci beaucoup Djamael pour toutes ces précisions et de nous avoir accueillis ici chez vous à l'ACFAV. Nous avons compris beaucoup de choses aussi concernant vos actions, votre mission à l'égard de ces femmes qui est une cause très très noble. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles infos, toujours sur KTV.